Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour échanger sur le sujet des enjeux climatiques et des risques pour la biodiversité de l'élevage animal intensif. Donc aujourd'hui, pour échanger sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Boucher, qui s'occupe de la recherche et de l'engagement chez FAIRE Initiative, Sophia Condès, responsable relations investisseurs chez FAIRE Initiative, et Pierre-Marie Aubert, coordinateur du programme politique publique pour l'agriculture européenne à l'IDRI, ainsi que professeur à Sciences Po Paris, AgroParisTech et l'Université de Paris-Sud. Et donc, dans un premier temps, Sophia et Maxime nous présenteront leur indice de protéines animales développé par FAIRE Initiative, ainsi que les divers impacts environnementaux de l'élevage animal et enfin les solutions et recommandations pour les investisseurs. Et Pierre-Marie reviendra sur le fonctionnement biophysique de l'élevage animal et fera un rapide focus sur la méthanisation, les enjeux de la méthanisation, et enfin proposera des solutions de transition juste pour le secteur. Voilà, sans plus attendre, je vous passe la parole. Donc, d'abord, Sophia et Maxime, et vous remercie beaucoup à tous de votre présence. Et plus particulièrement, je remercie nos intervenants aujourd'hui. Bonjour Marie, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler des recherches et des outils de FAIRE. Avant tout, je voulais remercier le FIR de nous avoir invités et aussi vous remercier vous tous ici aujourd'hui pour nous donner votre temps pour discuter et partager les meilleures pratiques sur ce sujet important. Alors, je veux seulement confirmer que vous voyez des slides qui vont apparaître devant vous. Merci. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. Bon, alors vous voyez devant vous le programme du jour qui a déjà été expliqué par Marie, mais je vais commencer par vous donner une petite introduction de FAIRE. Prochaine slide. Alors, l'initiative FAIRE, avant de nous plonger sur le sujet, une petite introduction. Nous sommes une organisation à but non lucratif et nous gérons un réseau d'investisseurs axé sur les risques et les opportunités ESG dans le système alimentaire. Alors, que proposons-nous pour ce réseau? Nous produisons des recherches, des outils pratiques et nous facilitons aussi les engagements collaboratifs pour permettre à nos membres de naviguer plus facilement le secteur alimentaire que, comme vous savez très bien, est un secteur bien complexe et interconnecté. Nous sommes ravis de compter avec plus de 300 membres investisseurs dans notre réseau, dont plusieurs membres en France, avec plus de 48 000 milliards d'actifs combinés. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne le système alimentaire, nous nous concentrons principalement sur les chaînes de valeur des protéines. Pourquoi? Car les protéines animales, en particulier l'élevage industriel, sont fortement exposées aux risques environnementaux, sanitaires et sociaux. On pourrait penser que lorsque nous parlons de protéines animales, nous ne regardons que les éleveurs, mais en fait, chez FAIRE, nous adoptons une approche de chaîne de valeur complète parce que nous évaluons et nous engageons avec des entreprises parmi celles qui fournissent aux producteurs, mais aussi tout au long de la chaîne de valeur en arrivant jusqu'à les consommateurs. Alors, on parle des sociétés pharmaceutiques jusqu'aux entreprises comme les fabricants, les distributeurs et les restaurants qui achètent la protéine. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, notre univers de couverture est assez holistique, mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les producteurs de protéines et partagerons un peu sur la façon dont notre indice de producteurs de protéines fournit aux investisseurs des informations pour comprendre les risques et les opportunités dans cet espace. Alors, ici, vous voyez l'univers de couverture de l'indice. C'est un indice qui couvre les 60 entreprises plus grandes cotées en bourse qui produisent des protéines animales.
Nous avons choisi ces entreprises en raison de leur capitalisation boursière, mais aussi en raison de leur exposition aux 5 principales catégories de protéines animales que nous couvrons, à savoir le bœuf, les produits laitiers, le porc, la volaille et les œufs, et l'aquaculture. Toutes les sociétés couvertes par l'indice ont une capitalisation boursière supérieure à 450 millions de dollars. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, sur ces diapositives, vous pouvez voir les 10 facteurs de risque et opportunité et les 33 KPI que nous utilisons pour évaluer chaque entreprise. Elles sont donc classées dans différentes catégories de risque, allant du risque élevé, moyen et faible jusqu'aux meilleures pratiques. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, là, vous voyez devant vous le classement global. Chaque barre représente une entreprise. Les entreprises avec une meilleure gestion des risques reçoivent plus de points et ont des barres plus hautes, tandis que les entreprises avec la pire divulgation, la pire gestion de risque reçoivent moins de points et ont des barres rouges plus petites qui sont classées comme à haut risque. Malheureusement, comme vous pouvez voir devant vous, il y a 50% des entreprises qui sont encore classées à haut risque. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors là, devant vous, vous voyez la situation des producteurs en Europe, qui est légèrement meilleure par rapport à la situation globale, mais toujours pas idéale, avec seulement 3 entreprises classées à faible risque. Et ces 3 sont tous des producteurs aquacoles. Prochaine slide. Alors là, vous voyez un peu ce visuel, c'est seulement pour vous faire noter que ces entreprises couvertes par l'indice, qui sont montrées à gauche, sont une partie essentielle de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Elles sont fournisseurs des grandes marques européennes. Alors, même si vous ne les avez pas dans vos holdings, vous êtes quand même exposé à certains de ces risques en raison de les avoir, d'avoir dans vos holdings des noms de fabricants et de distributeurs, entreprises montrées à droite, telles que Carrefour, qui est mise en évidence ici, mais aussi, par exemple, Nestlé, Unilever, etc. Prochaine slide. Alors là, c'est un tout petit aperçu des données au niveau entreprise avec l'exemple de l'entreprise française de volaille, LDC. Les membres de FAIR qui utilisent cet indice peuvent accéder à des données assez granulaires pour éclairer leurs décisions d'investissement. Notre analyse est à la fois quantitative et qualitative. Nous allons donc maintenant vous donner un aperçu de la profondeur de notre analyse en nous concentrant sur l'un des facteurs de risque qui est couvert par l'indice, qui est le facteur qui concerne les déchets et la pollution et leur lien avec la perte de biodiversité. Alors maintenant, je donne la parole à mon collègue Max. Merci. Merci Sophia et bonjour à tous. Avant de nous lancer plus en profondeur sur les impacts de l'élevage intensif sur la biodiversité, avec l'objectif ultime aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin au-delà de la déforestation, j'aimerais prendre un moment pour revoir quels sont les facteurs affectant la biodiversité que nous mesurons et jugeons avec l'indice et pour clarifier l'intersection avec le climat, ainsi que les conséquences pour les compagnies à travers la chaîne de valeur alimentaire. Prochain slide. On considère qu'il y a 2 thèmes au cœur de la perte de biodiversité. Le premier étant la déforestation, et ça inclut le changement d'affectation des terres. Et le deuxième étant les décharges provenant de l'animal lui-même. On mesure un total de 160 indicateurs pour ces 2 thèmes, quoiqu'il y a du chevauchement sur plusieurs indicateurs et certains sont applicables seulement pour certains secteurs comme la pisciculture ou aquaculture. On pense aussi au climat, à la rareté de l'eau et d'autres thèmes qui ont aussi un impact sur la biodiversité avec environ 120 indicateurs de plus. Prochain slide. Il est intéressant de remarquer que les 2 thèmes que je viens de mentionner sont parmi ceux pour lesquels les 60 compagnies qu'on note sont les plus à risque. Et donc, la conversation autour de la biodiversité demeure beaucoup moins mature que celle sur le climat au niveau des producteurs qui fournissent la viande pour la grande majorité des grandes boîtes du secteur alimentaire et du commerce de détail. Prochain slide. Je crois qu'on peut assumer que tous comprennent le lien entre déforestation et changement climatique, mais il y a un autre aspect de cette dynamique climat-biodiversité qui a reçu beaucoup de visibilité à Glasgow l'automne passé, soit les décharges du secteur de l'élevage. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Pour commencer, j'aimerais vous donner une idée de la quantité de fumier et de lisier produits dans le monde. À tout moment, il y a environ 70 milliards d'animaux élevés pour la consommation de viande, d'œufs et de produits laitiers dans le monde. Et FAIR estime que tous ces animaux produisent environ 2 fois plus de décharges que la population humaine dans son entièreté. Prochain slide.
Si on regarde cette comparaison, on peut estimer que JBS, qui est la plus grosse compagnie productrice de viande au monde, produit autant de déchets ou d'égouts, si vous préférez, que l'Inde, alors qu'une plus petite boîte américaine comme Sanderson's Farm est comparable à la France, par exemple. Par contre, alors que dans la plupart des pays, les égouts municipaux sont régulés de manière hyper rigide, l'équivalent pour l'élevage industriel l'est encore très peu en comparaison, et ce, malgré la quantité énorme produite, comme on vient de le voir. Prochain slide. Donc, le fumier et le lisier de cochon sont de plus en plus vus comme un risque dans le secteur et on peut séparer la matière en deux composantes fondamentales, en fait. Premièrement, on a les gaz à effet de serre qui incluent le méthane et le protoxyde d'azote qui ont un effet de serre 27 fois et 273 fois plus important que le CO2 sur une période de 100 ans. On estime par ailleurs que le fumier représente plus de 10% des émissions totales sur la durée de vie de l'animal. Et selon nous, ça représente un minimum parce que ça ne tient pas en compte les gaz émis une fois que le fumier est appliqué comme engrais sur les champs. Ce n'est pas sur le slide, mais on peut aussi inclure l'ammoniac dans les gaz. C'est un gaz qui n'est pas un gaz à effet de serre, mais c'est un gaz qui est irritant et qui cause des problèmes de santé un peu partout dans le monde. Prochain slide. Deuxièmement, la deuxième dimension sont les matières solides qui contiennent des nitrates, soit des composés d'azote, et du phosphore, en plus de tous les polluants que l'animal absorbe peu, comme les métaux lourds et les antibiotiques. L'azote en particulier peut transformer dramatiquement des écosystèmes entiers s'il se retrouve dans la terre ou dans l'eau en quantité trop élevée. Une fois que le niveau d'azote dans la terre ou dans l'eau atteint un niveau excédant l'équilibre naturel, ça favorise certaines espèces de plantes à croissance rapide et qui sont adaptées à ce niveau élevé de nutriments. Et ça a comme effet de saper les ressources dont les autres espèces ont besoin. Et ça crée aussi un effet domino à travers la chaîne alimentaire. Et ça, c'est important, je crois, quand on parle d'impact à la biodiversité, parce que souvent, cet impact, ce n'est pas vraiment une disparition complète de vie comme on l'imagine, mais c'est plutôt une espèce qui devient trop dominante pour les autres à cause d'une intervention humaine, qui dans ce cas-ci est la modification de la balance chimique qui cause le déclin de la diversité. Prochain slide. Donc, pourquoi est-ce un problème? Le nitrate et le phosphore sont des engrais très efficaces, comme on sait, mais les changements fondamentaux à l'élevage animal dans les dernières décennies changent ça. Premièrement, la quantité d'animaux a augmenté extrêmement rapidement et de manière à ce qu'on maintienne maintenant une production de plus de 300 millions de tonnes de viande par année, en plus des produits laitiers. La quantité de fumier produite par tout ce bétail-là est un problème en soi, mais fondamentalement, c'est l'intensification de la production qui empire la situation, car les petites fermes avec plus qu'assez de terre pour épandre ce fumier-là sont graduellement remplacées par des élevages industriels. Cette industrialisation-là est visible partout, que ce soit comme aux États-Unis, comme vous pouvez le voir sur l'image, mais la France connaît aussi ce phénomène avec un grand nombre de fermes porcines qui ont maintenant plus de 10 000 têtes. En ajoutant la production laitière, qui est, tant qu'à elle, toujours dominée par les petites fermes de moins de 100 bêtes, mais qui, au niveau national, est une des plus denses par superficie, la France a, elle aussi, un problème de lisier de fumier. Prochain slide. L'exemple le plus impressionnant de perte massive de biodiversité due aux effluents agricoles, selon moi, c'est probablement le golfe du Mexique, où on trouve à présent une zone qui est qualifiée comme étant morte, qui est de la grosseur qui s'approche de celle de la Belgique. Et ça, c'est créé par l'excès de nutriments provenant des élevages et des cultures le long du Mississippi, qui sont lessivés par les pluies et qui se drainent ultimement dans le golfe. Et comme j'ai mentionné plus tôt, ce débalancement des nutriments, ça stimule une espèce en particulier, dans ce cas-ci une algue, qui épuise les eaux de leur oxygène et vide la zone de vie pour que la vie finisse par aller chercher des ressources ailleurs. Donc, cette zone morte coûte l'industrie américaine de l'huître et des fruits de mer environ 80 millions de dollars par année. Prochain slide. Et ce n'est pas seulement le fruit de l'attitude américaine envers l'agriculture industrialisée. En Europe, on voit des résultats similaires dans plusieurs pays, que ce soit l'Espagne en mer Mineure, qui est affectée par la grande concentration de production de porc,
Le Royaume-Uni ou la région de Herefordshire a vu le nombre de poulets presque doubler en 5 ans. Il y a des problèmes immenses là-bas aussi. En France, la Bretagne connaît des problèmes d'algues depuis une cinquantaine d'années. Et ça, ce ne sont que quelques exemples. En 2019, l'Union européenne estimait que 31% des eaux côtières, 36% des rivières, 32% des lacs étaient en processus d'eutrophication, qui est en fait cette perte d'oxygène que je décrivais il y a un moment. Prochain slide. Le problème d'algues en Bretagne est bien connu depuis plusieurs décennies et il est directement corrélé à la population concentrée de bétail, comme à peu près tous les cas que nous recensons. Comme vous pouvez voir à gauche sur l'image, la Bretagne est un des plus grands producteurs de protéines animales en France. Et en même temps, les accidents augmentent de manière corrélée avec la population, comme vous pouvez le voir sur le côté de droite. Prochain slide. Le problème est connu depuis longtemps et la réglementation existe depuis plusieurs décennies, mais on voit depuis un an une accélération des actions gouvernementales dans plusieurs pays qui crée un risque de coûts additionnels pour les producteurs et donc pour les compagnies plus loin dans la chaîne d'approvisionnement. Notamment, les Pays-Bas ont annoncé l'automne dernier un budget de 25 milliards d'euros sur 13 ans pour réduire la production de protéines animales dramatiquement. Et donc, la pollution à l'azote réduira de moitié d'ici 2035. Et plusieurs organisations demandent des actions similaires ailleurs en Europe. Donc, une telle réduction de l'offre locale pourrait avoir un effet considérable sur les opérations des manufacturiers et commerçants européens dans ce secteur de la nourriture. Prochain slide. Pour le moment, les coûts directs pour rendre l'eau de surface potable à la consommation humaine sont absorbés par les autorités locales. Et le cas de l'État de l'Iowa aux États-Unis est, je pense, quand même intéressant pour les investisseurs en dette municipale parce que ces autorités-là aux États-Unis empruntent directement sur les marchés pour financer la réparation des dommages créés par l'industrie, contrairement à l'Europe où c'est financé à partir d'un budget central. Donc, en Bretagne, on vient de prolonger le régime de 10 millions d'euros par an alloué à la dépollution des côtes, qui a déjà coûté 110 millions depuis 10 ans, mais c'est financé indirectement par les budgets du gouvernement. Prochain slide. Donc, passons à comment faire évaluer le risque de ces décharges animales pour les producteurs et leurs investisseurs. On regarde 3 dimensions à travers la chaîne de valeur. Premièrement, on évalue si la compagnie requiert que les producteurs de nourriture pour animaux, qui en France sont un mix de produits locaux et d'importation de soya, gèrent leurs applications d'engrais autant de sources animales que chimiques et s'ils les gèrent de manière responsable. Deuxièmement, on évalue au niveau de l'exploitation si la compagnie comprend et gère les risques liés au fumier, tant au niveau des émissions de gaz à effet de serre que des résidus solides. Donc, est-ce que la production a des installations de biométhanisation? Est-ce qu'elle investit dans un storage qui réduit le risque d'accident environnemental? Et est-ce qu'elle s'assure que les terres environnantes peuvent absorber cet engrais sans avoir de conséquences environnementales? Troisièmement, au niveau des abattoirs et des centres de traitement, ceux-ci utilisent une quantité énorme d'eau pour nettoyer les carcasses, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec les excréments, le sang et autres substances organiques dans l'eau, ce qui nécessite un investissement quand même assez important dans le traitement des eaux usées et des émissions, encore une fois conjointement avec la biométhanisation assez souvent. Prochain slide. Donc, maintenant qu'on a une meilleure idée des dimensions du problème des décharges animales et du risque régulatoire qui se concrétise graduellement, discutons un peu de ce que tout ça veut dire pratiquement et financièrement pour les producteurs et ceux qui achètent leurs produits. Premièrement, je pense qu'il est important de mentionner qu'en ce moment, il n'existe pas de solution unique qui adresse les gaz à effet de serre autant que les résidus solides. La biométhanisation est lourdement supportée économiquement par l'État un peu partout et par le marché du carbone, mais il n'y a pas vraiment de scénario à court ou moyen terme où elle pourrait fonctionner indépendamment dans un marché complètement libre. Il y a aussi le problème causé par le coût en capital, qui est quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros pour une toute petite installation, qui rend la technologie hors de portée pour les petits et moyens producteurs qui forment la grande majorité de l'industrie laitière, par exemple, en France. Donc, l'effet que ça a naturellement, c'est créer encore plus d'intensification et d'industrialisation de la production pour absorber ce coût en capital et profiter des prix artificiellement élevés du biogaz.
Le meilleur exemple de ça est encore une fois aux États-Unis avec une joint venture de 500 millions entre une compagnie gazière et Smithfield, un producteur de porc là-bas, qui a dû payer des centaines de millions par ailleurs à cause d'accidents environnementaux dus à sa gestion déficiente du lisier de porc en Caroline du Nord, avant d'être acquis ultimement par une firme chinoise. Donc, les plus petits producteurs auront probablement besoin d'encore plus de support pour survivre la transition climatique. Ça peut être gouvernemental, mais aussi certains manufacturiers font partie du processus. Par exemple, Nestlé ou Danone et plusieurs autres, par exemple, offrent de l'assistance financière aux producteurs dans leur chaîne d'approvisionnement pour implémenter certaines mesures environnementales. Deuxièmement, il y a le résidu solide, effectivement l'engrais de source animale qui est jusqu'à 3,5 fois plus concentré qu'avant la biométhanisation. La production animale est tellement grosse de manière absolue et tellement concentrée géographiquement qu'il y a une corrélation directe avec la pollution aux nutriments des nitrates et du phosphore, principalement parce qu'il n'existe pas de marché régional et encore moins de marché global pour cet engrais et qui est presque sans exception étendu sur des terres à l'intérieur d'un radius de quelques kilomètres seulement. Prochain slide. Il existe des solutions à combiner avec la biométhanisation pour réduire l'impact de ce résidu, mais ces solutions-là ont bien entendu un coût économique pour le producteur et requiert souvent le support des compagnies transformatrices du produit de base. La nutrition animale a un impact important sur le produit avec des diètes adaptées à chaque individu qui aideraient à améliorer l'absorption des nutriments. La communication et la coordination avec les producteurs agricoles environnement, qui dans plusieurs cas sont des producteurs d'alimentation pour ce bétail-là, est aussi extrêmement importante pour s'assurer que l'épandage de fumier n'excède pas la capacité des terres. Il est aussi important de mentionner que l'épandage n'est permis qu'une ou deux fois par année à plusieurs endroits, justement pour des raisons environnementales. Et donc, le producteur a besoin d'investir dans du storage adéquat pour ce résidu-là, qui est produit à longueur d'année. Donc, historiquement et encore souvent, ce sont des lagunes à ciel ouvert qui sont à risque de débordement ou de bris dû aux intempéries. Et un réservoir fermé peut par contre coûter entre 4 et 6 fois plus cher selon notre recherche. Donc, encore une fois, ça nécessite un investissement en capital important qui n'est pas toujours à la portée des plus petits producteurs dans les chaînes d'approvisionnement. Prochain slide. Je me permets maintenant de revenir à l'indice des producteurs de protéines, spécifiquement sur notre critère pollution animale. Comme vous pouvez le voir, une seule compagnie, soit la néo-zélandaise Fonterra, applique certaines des meilleures pratiques qu'on a identifiées plus tôt, mais qui n'est donc pas considérée comme étant à risque élevé. Et donc, vu que c'est la seule compagnie, on peut voir qu'il y a un travail immense à entamer dans l'industrie pour aborder ce risque-là. Prochain slide. Pour terminer, je vous laisse avec quelques idées de questions pour entamer cette discussion avec les compagnies. Bien sûr, vous pouvez toujours faire référence aux critères de l'indice, comme je les ai décrits plus tôt. Ils sont disponibles sur notre site Internet de manière transparente. Et voici quelques questions sur les lignes de ces thèmes qui pourraient être utiles. Donc, je ne les lirai pas pour laisser le temps de Pierre-Marie, mais en gros, ça implique une analyse de scénario incluant le cycle de vie complet du carburant pour les biodigesteurs. Deuxièmement, le contrôle et la visibilité sur la pollution aux nutriments. Et le troisièmement, le support et l'accompagnement pour les plus petits producteurs dans les chaînes d'approvisionnement de ces manufacturiers et commerçants-là. Sur ce, merci encore et je passe maintenant la parole à Pierre-Marie Aubert qui a généreusement accepté de partager ses connaissances sur les enjeux de la biométhanisation et de la juste transition. Merci à tous. Merci beaucoup. Et normalement, ça doit fonctionner. Bien, merci Ophir, merci aux intervenants précédents. Donc, l'idée, c'est de parler d'élevage, biodiversité, climat et de pointer les enjeux d'investissement responsable. C'était la commande qui m'a été faite. En deux mots, d'abord, d'où est-ce que je parle? Donc, Pierre-Marie Aubert, je suis directeur du programme agriculture alimentation à l'IDRI. L'IDRI, c'est un think tank basé à Paris et dont globalement l'objectif est d'accompagner
les débats publics, les débats politiques sur la transition vers des systèmes socio-techniques ou des sociétés plus justes et plus durables. Et donc, dans le programme Agriculture-Alimentation, notre travail, c'est essentiellement d'alimenter ce débat public, ce débat politique, à partir de travaux de scénarisation qui combinent à la fois des aspects biophysiques, des aspects socio-économiques et des aspects politiques. Donc, peut-être pour commencer, c'était un peu pareil, hein, un petit peu la commande qui m'a été faite, replacer l'élevage. Donc, il a été dit beaucoup de choses par Max sur les impacts de l'élevage. Juste ici, prendre un tout petit pas de recul sur finalement l'élevage, comment il se positionne, l'élevage actuel, dans le système alimentaire. D'abord d'un point de vue fonctionnel et puis après rétrospectivement, en tout cas, quand on regarde ce qui se passe en Europe. Un système alimentaire, qu'est-ce que c'est? Un système alimentaire, en fait, bon, là, ici, j'ai mis des frontières parce que je regarde surtout l'Europe, mais ça marche pour n'importe quel système alimentaire. Un système alimentaire, au fond, c'est 4 boîtes, 5 boîtes, si vous voulez. Une boîte, c'est ce que les humains mangent. C'est composé d'aliments, grammes d'aliments par jour qui fournissent des nutriments. Et ces aliments, ils viennent à la fois d'une production végétale et d'une production animale. La production végétale, c'est le produit d'un usage des terres, c'est-à-dire quelle culture, sur quelle surface, et d'un rendement pour chacune de ces cultures. Et la production animale, de la même manière, c'est un nombre de cheptels fois un rendement par animal. Et en fait, le rendement par animal, donc là, le nombre de litres de lait, de kilos de viande ou de nombre d'œufs que chaque animal produit dans la durée de sa vie, il dépend à la fois de sa génétique, mais il dépend surtout de la quantité d'aliments et de la qualité des aliments qu'on lui donne à manger. Et ces aliments, en fait, ils viennent de la sol cultivée ou bien de toute la partie non cultivée ici, que sont les prairies sur lesquelles on a des fourrages. Donc ça fait 3 boîtes. Il y a une 4e boîte qui sont tous les usages non alimentaires de la biomasse. Et là, on a eu l'exemple de la biométhanisation. Combien est-ce qu'on alloue de biomasse à des usages qui ne sont pas strictement alimentaires, en énergie, en fibres, en textile, etc., en matériaux? Et donc, en fait, derrière ces boîtes-là, entre lesquelles circule en fait essentiellement de la biomasse, hein, il y a quelque part une physiologie du système qui est appuyée sur ce dont Max a beaucoup parlé, qui est l'azote. Comment est-ce que l'azote circule dans le système? L'azote, c'est quoi, hein? C'est la base des protéines, et donc c'est la base de la vie. Pas d'azote, pas de protéines, pas de vie. Et d'où est-ce qu'il vient cet azote? L'azote, en fait, il y en a 80% de l'air qu'on respire, c'est du diazote, mais ce diazote, il est sous une forme extrêmement stable, avec une triple liaison entre les 2 atomes d'azote pour être complètement complet. Et donc, en fait, il ne sert à rien pour les plantes. Les plantes, elles ont l'azote sous une forme qu'on appelle réactive. Donc, il y a plein de formes d'azote réactif. Et grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 70 dernières années? Eh bien, on a, grâce à un procédé qui s'appelle Haber-Bosch, du nom de ses inventeurs, on a réussi à comprimer l'azote de l'air pour le transformer en azote réactif, qui nous permet du coup d'épandre cet azote réactif, qu'on appelle aussi azote minéral de synthèse, sur les cultures. Et en fait, c'était une variable ultra contraignante du système, et l'invention d'Haber-Bosch a permis en fait de déployer une agriculture beaucoup plus performante en termes de rendement. Et pour aller vite, on est passé de 3 tonnes hectares ou de 30 quintaux hectares à 100 quintaux hectares en moins d'un siècle. Cet azote, quand il est fixé par les plantes pour produire du coup du grain, il circule ensuite dans l'ensemble du système alimentaire sous forme donc d'alimentation animale et ensuite sous forme de déjection de ces animaux et ces déjections qui sont ensuite soit réappliquées sur la production végétale, soit perdues dans l'écosystème avec les conséquences que Max a évoquées. La particularité en fait, de cet azote, c'est qu'en fait, vous voyez ici là, que se sont allumés tout à l'heure des petits trucs un peu bizarres, avec des pointillés, c'est des rhizobiomes, c'est des bactéries spécifiques qui sont associées à des plantes très spécifiques qui s'appellent les légumineuses. Et qu'est-ce que fait ce rhizobiome? Il a une particularité, c'est qu'il est capable de fixer l'azote atmosphérique, ce fameux diazote hyper stable, il est capable de le transformer en azote réactif et de le fournir aux cultures qui poussent. Et donc, ces rhizobiomes, on les trouve dans les légumineuses des prairies et on les trouve dans les légumineuses en rotation. C'est quoi une légumineuse? C'est une luzerne, un pois chiche, une lentille, un haricot, ce que vous voulez, qui a une grande cosse et des graines dans la cosse. Et bien ça, c'est une légumineuse et ça a la particularité de fixer de l'azote. Donc, voilà un peu le fonctionnement du système alimentaire. Comment on peut se le représenter? Je laisse de côté ici le phosphore. On pourrait beaucoup parler du phosphore, mais il est plus compliqué à modéliser. Alors, une fois qu'on a ce modèle-là, et si on veut comprendre tout ce que Max a raconté sur les impacts de l'élevage animal, il faut
utiliser ce modèle pour raconter l'histoire de notre système alimentaire, en tout cas en pays OCDE, comment il s'est transformé depuis 60 ans, sur la base de données donc, FAO-Stat agrégées. Qu'est-ce qui s'est passé en 60 ans? Premier élément, si je reprends la boîte jaune du milieu de mon schéma tout à l'heure, l'alimentation des Européens, le fait majeur, c'est qu'on a augmenté de plus de 50% la quantité de protéines totales qu'on mangeait et que toute l'augmentation de ces protéines est venue des protéines animales. Et vous voyez en fait qu'aujourd'hui, on est quasiment au niveau du double, on consomme le double des protéines dont on a besoin pour couvrir nos besoins nutritionnels. Donc 50 grammes par jour, 58 grammes si vous voulez, versus à peu près 100 grammes par jour. Et les 2 tiers de ces protéines sont d'origine animale. On n'a pas du tout besoin de tout ça. La bonne nouvelle, si on veut, c'est que ça ne pose pas de problème de santé, mais néanmoins, ça, du coup, entraîne toute une production animale. Et du coup, ça a été permis par quoi? Ça a été permis, en fait, par une transformation massive de tous les systèmes de production, végétaux comme animaux, avec quelque part une triple dynamique sur 50 ans, d'intensification, on mobilise de plus en plus d'intrants pour produire, de spécialisation à la fois des systèmes, c'est-à-dire les systèmes de production végétaux se sont concentrés sur le végétal et les systèmes de production animaux se sont concentrés sur l'animal, alors qu'avant on avait beaucoup de polyculture élevage. Et cette spécialisation des fermes s'est traduite par une spécialisation des territoires. Et vous avez aujourd'hui des territoires spécialisés en production animale et des territoires spécialisés en production végétale, avec tout un tas de conséquences sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Le troisième dynamique qu'a connu l'agriculture, c'est un phénomène de concentration avec un agrandissement des exploitations. Même si en France, il est moins marqué que dans d'autres pays OCDE, il est quand même très largement en œuvre. On l'a vu avec le dernier recensement général agricole. Tout ça a été rendu possible, je l'ai dit, à l'intensification à partir du recours massif aux intrants de synthèse, pesticides, engrais azodés. Ça nous a évidemment permis d'exporter, de développer des agrocarburants, mais ça a surtout permis ce qu'on pourrait appeler une espèce de céréalisation de l'élevage, c'est-à-dire le développement d'une part considérable de la production végétale qui va en alimentation animale, non seulement dans la production européenne, mais aussi, en fait, on a eu besoin d'importer de plus en plus d'alimentation pour les animaux, en l'occurrence ici sous forme de soja, de protéines végétales. Donc, le soja, la protéine végétale, c'est de l'azote dans des gousses de soja. Et vous voyez ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La part des oléagineux, protéagineux destinés aux animaux entre 61 et 2013, il n'y a je ne fais pas l'explication. Et la même chose pour les céréales. Aujourd'hui, c'est 60% des céréales et 75% des protéagineux qui partent en alimentation animale en Union européenne. Alors évidemment, on a produit beaucoup plus, on a pu du coup exporter énormément, 40% de la production laitière française est exportée par exemple, mais la conséquence de ça, c'est une ouverture massive du cycle de l'azote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, on a un système dans lequel il y a un flux entrant d'azote massif sous forme d'azote de synthèse ici, de soja ici, et on a un flux sortant tout aussi massif, soit par volatilisation, soit par lixiviation. Ici, j'ai dessiné la lixiviation qui va du coup rejoindre les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes terrestres, en fait, par volatilisation. Et puis, on a la volatilisation sous forme de N2O, parce qu'il y a plusieurs formes de volatilisation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la volatilisation sous forme de N2O, Max en a parlé, qui est un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement global extrêmement puissant, qui s'accumule dans l'atmosphère, comme le CO2. Donc, celui qu'on a émis aujourd'hui, on le retrouvera dans 1000 ans. C'est un petit peu un problème. Et donc, un impact important sur le changement climatique. 25% des émissions anthropogéniques mondiales sont liées à l'agriculture et à l'usage des sols. Pour illustrer mon point sur l'ouverture du cycle de l'azote, vous voyez ici des zones sur lesquelles on a un apport massif d'azote. Ce sont des zones d'élevage intensif. Pourquoi? Parce que l'élevage, c'est un endroit de concentration de l'azote. On a besoin de faire venir des quantités considérables d'azote sous forme d'alimentation animale qu'on récupère sous forme de déjection, parce que la quantité d'azote qui est exportée du système animal sous forme de lait, de viande ou d'œuf est relativement faible. Et du coup, on se retrouve avec des quantités épandues d'azote qui sont extrêmement importantes et qui sont évidemment bien au-delà de ce qu'on aurait besoin d'épandre si on voulait, par exemple, protéger les eaux de surface d'un point de vue de la biodiversité et de la qualité de ces eaux-là. Ici, vous avez en rouge tous les endroits où il faudrait réduire de plus de 100 kg par hectare et par an les épandages d'azote. 100 kg par hectare et par an, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est juste pour donner un petit
une petite image biophysique de comment ça fonctionne, de où sont les enjeux. Donc, du coup, au regard de ça, il y a un enjeu massif que là, je me suis permis de faire un effet un peu justement massif, où la quasi-totalité des travaux de prospective qui s'intéressent au système alimentaire et à des systèmes alimentaires durables retombent sur la même conclusion. En fait, on a besoin de désintensifier et de réduire la production animale dans les pays où elle est extrêmement importante. Voilà. Et donc là, on a fait un travail avec différents collègues. On a analysé sur l'Europe 16 scénarios contenus dans 12 études différentes qu'on a rendues auprès de l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, en décembre dernier. Et il n'y a pas photo, l'ensemble de ces scénarios, sauf deux, nous disent si on ne réduit pas massivement la consommation et la production de produits animaux en Union européenne, on ne tiendra ni nos objectifs climatiques, ni nos objectifs en termes de biodiversité d'usage des terres. Et donc, ça pose quelles questions, ça pose quels enjeux pour la transition juste de l'élevage. Et donc, on parle bien de transition juste. Si on réduit la production, comment est-ce qu'on fait pour que, d'un point de vue social et économique, ça reste viable, ça reste souhaitable. Et donc, ces enjeux pour une transition juste, c'est aussi des enjeux d'investissement. J'ai mis entre parenthèses parce que je vais vous le dire à l'oral, mais je ne l'ai pas déplié dans la diapo. Il y a un premier enjeu qui a déjà été bien dit par Max, qui est la déconcentration territoriale pour permettre une réduction des surplus azotés, mais aussi de faciliter le bien-être animal. Dans des systèmes moins concentrés, c'est quand même plus simple. Et donc ça pose la question de comment on va vers cette déconcentration territoriale. Ça suppose en fait qu'on réinvestisse dans les territoires qui ont été spécialisés aujourd'hui depuis 30 ans en production végétale. En France, par exemple, dans toutes les régions intermédiaires de France, c'est la grande bande qui va de la Poitou-Charentes à l'Alsace, pour faire court, on a des systèmes qui sont quasiment maintenant intégralement végétaux et on sait bien, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les interprofessions, qu'on est sur des systèmes qui sont à bout de souffle d'un point de vue agronomique. On a besoin de faire revenir les animaux là-dedans, sauf que tout est parti. Il n'y a plus d'abattoirs, il n'y a plus de laiterie, il n'y a plus de vétérinaires. Il faut réinvestir là-dedans sur des systèmes qui vont peut-être être à impact financier réduit, mais à impact social et environnemental massif, puisque c'est aussi des régions relativement problématiques d'un point de vue socio-économique. On a besoin, dans ces systèmes animaux plus déconcentrés, de retrouver de l'autonomie en alimentation animale et de réduire massivement la compétition entre feed, alimentation animale, et food pour permettre de réduire la dépendance aux intrants de synthèse et pour réduire la dépendance aux importations de soja et donc la déforestation associée dont j'ai parlé. Là, les enjeux d'investissement, nous, on les a chiffrés par rapport au plan protéines qui a été mis sur la table par le ministère de l'Agriculture l'an dernier. Et vous voyez qu'avec un scénario de doublement des surfaces en protéines végétales, comme il a été proposé par le ministère, on est sur un investissement additionnel uniquement sur le hard, c'est-à-dire sur les infrastructures de collecte, de stockage et de transformation, d'à peu près 1 milliard sur 10 ans, ce qui fait 100 millions par an. Ce n'est pas des gros montants, mais c'est des montants importants, nécessaires, qui aujourd'hui n'existent pas et font qu'on est sur des filières qui sont coincées et on est sur des transitions qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas les marchés à l'aval. Et évidemment, on n'a pas calculé, parce que ça, c'est un autre métier, enfin, ce sera un autre exercice, les enjeux d'investissement amont dans la sélection variétale, dans le développement de nouvelles variétés de protéines végétales. Aujourd'hui, on est sur des variétés de protéines végétales qui sont complètement coincées aussi, où les rendements ne sont plus les bons. On a arrêté la recherche variétale depuis 20 ans en France. Il faut réinvestir ce champ-là. On a un enjeu massif de reconnexion au système de culture, ça c'est un peu mon premier point, avec un enjeu de réinvestissement dans les zones où l'élevage a quasiment disparu aujourd'hui pour valoriser les prairies permanentes, pour valoriser les légumineuses en rotation. Et donc, ça, c'est de reconstituer des filières. Et donc, ces transitions-là, ces trois enjeux de transition, elles reposent sur une réorganisation importante du secteur qui suppose, du coup, les bons investissements, à la fois une redistribution de l'élevage territorial, ce qui suppose une redistribution des filières, et donc un réinvestissement dans les territoires où l'élevage a disparu, mais aussi une gestion des actifs échoués ou qui vont devenir échoués dans les zones de forte concentration aujourd'hui. Une relative déstandardisation vers l'aval. En fait, on va avoir des chaînes d'approvisionnement qui seront moins massifiées et donc qui supposent une forme de déstandardisation vers l'aval, c'est-à-dire qui suppose une forme de spécification du produit, de reliaison du produit au territoire, aux conditions de production, et donc aussi des enjeux d'investissement vers l'aval en termes de marketing et de recherche de R&D produits.
La bonne nouvelle, c'est que quand nous, on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture sur la stratégie nationale bas carbone du ministère de l'Agriculture, qui envisage une réduction de la production laitière et du cheptel laitier à l'horizon 2030 pour tenir l'objectif climat, hein, c'est le scénario du ministère, eh bien, on voit que la réduction qui est envisagée de 7% de la production, de 20% du cheptel, mais de 7% de la production, parce qu'on arrive à trouver des gains de productivité, en fait, elle peut s'accompagner, à condition d'un changement du mix produit, d'un accompagnement, d'une augmentation de la valeur et d'une augmentation de l'emploi à l'aval de la filière, si et seulement si on est capable de faire bouger l'outil de production et de faire bouger le mix produit. Aujourd'hui, les investissements massifs dans la filière laitière, notamment en Bretagne, ils ont été faits sur des productions à très faible intensité d'emploi, avec un emploi, un ETP, même 0,8, 0,9 ETP par millier de tonnes de lait processé. Si on réoriente ces investissements sur le lait en poudre, hein, pour aller vite, et les tours de séchage, si on réoriente ces investissements vers des filières à plus forte intensité en emploi, notamment tout ce qui est tout simplement de la glace, du fromage, plutôt que du cracking de lait, eh ben, on a une capacité de créer plus d'emplois, plus de valeur sur les territoires, et on l'a chiffré ici, avec un travail de modélisation systémique que je vous épargne. Mais vous avez les résultats ici. Vous pouvez limiter la réduction d'emploi à la ferme, même avec une baisse du cheptel, et puis vous pouvez carrément augmenter l'emploi dans le secteur de la production laitière si vous réorientez les flux d'investissement du bon côté. Dernier élément, qui est dernier morceau de la commande qui m'était passé, quid de la méthanisation dans la transition? À quoi ça peut servir pour faire évoluer les systèmes d'élevage vers quelque chose de plus vertueux, quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dépeint ici? Rappelez que la méthanisation, c'est un outil qui peut, sur le papier, être extrêmement pertinent à la fois pour la transition agroécologique et pour la transition énergétique. Pourquoi? Parce que, au moins en théorie, ça peut produire 50-100 TWh de NR pour la ferme France, et on en a potentiellement bien besoin pour décarboner le mix énergétique français. Et puis, c'est une manière de recycler l'azote dans les territoires. Pour autant, il ne faut pas oublier que la méthanisation, ça ne se substitue pas à la nécessité de déconcentrer. Ce n'est pas parce qu'on va transformer l'azote sous forme de déjection animale en azote sous forme de digestat d'un méthaniseur qu'on va faire disparaître l'azote. Donc, trop d'azote, c'est toujours trop d'azote. La méthanisation, ce n'est pas un outil qui permet de s'affranchir de la déconcentration de l'élevage. Ça, c'est fondamental. Je pense que ça a bien été dit par Max, mais c'est important de le rappeler. Et par ailleurs, en fait, on a besoin de garde-fous extrêmement importants pour que la méthanisation elle soit vraiment vertueuse. Max l'a dit tout à l'heure, la méthanisation, c'est un dispositif, malgré tout, de concentration territoriale de l'azote. Ça ne marche pas tout à fait comme l'élevage, mais pas loin. Et donc, ça a les mêmes conséquences. On concentre l'azote sur une seule unité de production, et en plus, sous une forme qui est très peu maniable. Donc, il y a des enjeux de capacité de stockage. Si cette digestat, il est bien stocké et il est bien dépendu, ça peut faire le job. Mais aujourd'hui, il y a plein de projets de méthanisation où les capacités de stockage et les outils d'épandage des agriculteurs, ils ne sont pas adaptés pour vraiment permettre une gestion vertueuse de cet azote. Et donc, on retombe dans les mêmes ornières. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un méthaniseur sur un territoire, c'est un accroissement de la demande en biomasse sur le territoire, qui peut aller et qui, de facto, dans un certain nombre de territoires sur lesquels on enquête aujourd'hui, va contre les objectifs de diversification et de retour des légumineuses pour fixer l'azote. Parce qu'en fait, pour le dire simplement, pour votre méthaniseur qui coûte au bas mot 1,5 million, 2 millions et jusqu'à plusieurs millions, il fonctionne. Pour que ce soit rentable, malgré les tarifs de rachat, il faut le nourrir en permanence. Et pour le nourrir en permanence, il faut de la biomasse. Et pour avoir de la biomasse et pour avoir des garanties sur la quantité de biomasse qu'on produit, c'est quand même plus simple d'avoir des systèmes simplifiés. Et donc, dans ce certain nombre de cas, ça conduit plutôt à maintenir des rotations extrêmement simples et à augmenter l'intensité de la production, y compris en allant irriguer des cultures intermédiaires, ce qui, d'un point de vue environnemental, n'est pas tout à fait ce vers quoi on voudrait aller. Donc, tout ça, pour terminer, dans la commande qui m'était faite, il y avait aussi un volet politique. Donc, vous voyez, je brasse large. N'hésitez pas après à m'interpeller sur les aspects qui vous paraîtraient pas clairs ou pas convaincants. Hein, mais ce qu'on voit quand même, avec les travaux qu'on a fait sur les filières laitières et qu'on est en train d'engager avec les interprofessions françaises sur les filières viande, c'est qu'on a des trajectoires de transition justes de l'élevage qui sont plausibles. C'est-à-dire une réduction relative de la production, avec une déconcentration, avec une reterritorialisation. Mais ça suppose évidemment d'intervenir simultanément, politiquement et en termes d'investissement, sur l'offre, sur la demande et sur l'organisation des marchés. Côté offre,
on a besoin d'accompagner la transition à la fois sur le côté technique, sur le côté dérisking de l'investissement, mais aussi la sortie des actifs échoués. Et on a un enjeu de renouvellement de génération pour avoir des élevages, on va dire, à taille gérable d'un point de vue environnemental. On a des enjeux d'accompagnement de la demande pour que, en gros, on aille vers du moins et mieux dans l'assiette et que les 66 grammes de protéines animales qu'on mange par jour se transforment plutôt en 30 grammes, ça nous suffira largement, et que ces 30 grammes, s'ils sont de meilleure qualité environnementale pour le bien-être animal et sanitaire, eh bien, tout le monde s'en portera mieux. Donc là, on a des outils, mais aujourd'hui, ils sont peu déployés, voire pas du tout déployés. Il y a un tabou sur cette question-là. Il y a une question de projet européen, mais là, je vous en fais grâce. Mais au fond, cette transition juste de l'élevage, elle passe aussi par une redéfinition de l'agriculture vers quelque chose qui est plutôt un système intensif en emploi, où au-delà de la production agricole et alimentaire, l'agriculture et le système alimentaire devient un pourvoyeur de biens et de services écosystémiques. Et donc, ça suppose un cadre de marché qui permet aussi des impératifs de compétitivité qui sont cohérents avec ce projet. Voilà, je crois que j'ai tenu les 20 minutes qu'on m'avait allouées et je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Merci, Sophia. Merci, Max. C'était passionnant. On a une première question dans le chat qui est de demander si vous avez travaillé avec le Shift Project. Vas-y, Max. J'allais seulement dire que de notre côté, on n'a toujours pas travaillé avec eux, mais c'est sur notre liste d'organisations à contacter dans les prochains mois. Et donc, juste pour dire que nous, côté Shift, on a eu des échanges à l'automne dernier par rapport à leur évaluation au poids là, sur le PTEF, là, le plan de transformation de l'économie française. Je dois dire qu'on n'était pas complètement aligné avec leurs conclusions et on a des enjeux d'alignement de méthodos. Et donc, c'est en cours. Voilà. Mais clairement, ça fait partie des choses sur lesquelles on a envie d'avancer conjointement. Merci beaucoup. N'hésitez pas, pour tous les participants, à poser vos questions comme on l'a proposé dans le chat, la partie Q&R. Donc, il nous reste un petit quart d'heure pour répondre aux questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. S'il n'y a pas de questions tout de suite, moi, j'en aurais une. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai quelques-unes que j'ai sélectionnées. Vous êtes passé rapidement sur les emplois. Est-ce que juste, ce serait possible de revenir un petit peu plus sur comment, enfin, les secteurs et les activités, les filières où il y a une création d'emplois, selon vous, dans un scénario de transition juste, enfin, dans les scénarios de transition juste? Ouais, Marie, juste, je vais répondre à la question qui est dans le chat. Hein. Ouais. Est-ce que le geste numéro 1 pour l'environnement, c'est d'arrêter de manger de la viande? La réponse est non. Clairement pas. Mais par contre, il faut réfléchir à quelle viande vous mangez. Et je vais être assez explicite. En gros, voilà, aujourd'hui, il y a quand même une partie de la production animale qui a des vertus environnementales assez claires dans sa capacité à recycler les nutriments, à les transférer de la sol non cultivée vers la sol cultivée et à rendre de ce fait des services écosystémiques, au moins dans le contexte européen. On parlerait du contexte sud-américain, je ne vous raconterai pas la même histoire. Et donc, de ce fait-là, en fait, l'enjeu principal, l'enjeu majeur, c'est de consommer une viande et du lait, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la viande, c'est grosso modo, la viande bovine, c'est un coproduit du lait. 60% de la viande bovine qu'on mange en France, en Europe, elle est issue du cheptel laitier. Hein. Quand on produit du lait, il faut produire de la viande à côté. Et ben, il est fondamental de pouvoir manger de la viande qui est produite avec le minimum de compétition avec l'alimentation humaine et donc qui, de ce fait, permet de rendre les services écosystémiques que j'ai évoqués. Et si vous mangez du poulet de batterie de 40 jours ou du poulet de batterie ou du poulet de 80 jours parce qu'il est sous label, c'est pas mal en soi. Si vous en mangez un par mois, ce n'est pas nécessairement problématique. Si vous en mangez tous les jours des ailes de poulet élevées sur 40 jours avec du feed dégueulasse, c'est un vrai problème. Donc, en fait, c'est plutôt une question de moins et mieux. Et ce qu'on voit bien, en tout cas, dans les travaux d'optimisation qu'on a fait avec nos collègues de Wageningen, c'est qu'un système alimentaire optimisé d'un point de vue de l'usage des terres, où on maximise en fait notre capacité
à bien utiliser les surfaces agricoles et à minimiser nos impacts biodiversité climat, c'est un système dans lequel il y a entre 10 et 20% des protéines qu'on ingère quotidiennement qui sont issues des protéines animales, Donc, il ne faut pas arrêter, mais il faut réfléchir et pondérer peut-être un peu différemment que ce qu'on fait aujourd'hui, enfin même assez différemment, la quantité de protéines animales. Et de toute façon, il faut réduire au moins par 2, là-dessus tout le monde est d'accord, la quantité de viande que vous consommez. Donc, il ne faut pas arrêter, mais il faut réduire beaucoup. Et surtout, il faut aussi qualifier ce que vous mangez. Voilà. Oui, si je me joins à vous là-dessus, FAIR, ce n'est pas une organisation qui est avocate pour le véganisme, mais on essaie d'informer les investisseurs sur les risques qui sont présents dans leurs investissements dans le secteur alimentaire. Et on traduit un peu la science et les études académiques comme celle de Pierre-Marie Aubert, et on n'a vu aucun scénario depuis le début de notre existence, il y a 5 ou 6 ans, où on pouvait continuer d'augmenter la production de viande et de lait dans le monde et en même temps arrêter et renverser le changement climatique et la perte de biodiversité et les 8 ou 9 facteurs qu'on juge sur notre indice. Il n'y a aucun scénario où on peut manger plus de viande et accomplir ça. Donc, on essaie d'informer les investisseurs et les compagnies avec lesquelles on collabore sur ce risque-là qui est inhérent à leur modèle d'affaires et essayer de les aider à voir comment ils pourraient diversifier leurs opérations et être moins à risque des actions qui vont être nécessaires si on veut adresser tous ces problèmes-là. Et après, juste pour rebondir sur la question de Marie, ça me permettra de traiter une des autres questions du Q&A, des questions-réponses. Évidemment, la difficulté dans cette histoire, ça me permet de traiter d'ailleurs 2 questions du chat. La difficulté dans l'histoire, c'est que l'industrie de la production animale, c'est l'industrie la plus intensive en emploi de toutes les industries agroalimentaires. Je donne des ordres de grandeur. Quand vous processez 1000 tonnes de carcasses animales, du poulet ou du bœuf, vous avez entre 40 et 60 personnes qui travaillent. Quand vous processez 1000 tonnes de lait, vous avez entre 4 et 15 personnes qui travaillent. Et quand vous processez 1000 tonnes de céréales, eh bien, vous avez entre 1 et 3 personnes qui travaillent. Donc, vous avez des ordres de grandeur, des rapports de 1 à 10 en fait, dans l'intensité en emploi entre ces différents secteurs. Et donc, évidemment, dès lors que vous réduisez la production animale, vous tapez très, très fort dans l'emploi agroalimentaire. La bonne nouvelle, c'est qu'un scénario de système alimentaire durable, c'est aussi un scénario dans lequel on fait plus que doubler les surfaces de fruits et légumes, notamment dans l'amont agricole, où là, l'intensité en emploi est extrêmement importante. Et donc là, ça suppose de faire plein d'investissements, de l'accompagnement à l'installation, etc. Et donc, la possibilité de compenser les pertes d'emploi dans la production animale par des gains d'emploi dans les productions végétales qui vont devoir augmenter si demain, on veut pouvoir manger un peu plus sainement qu'aujourd'hui. Je rappelle que à peu près 500 grammes par jour de fruits et légumes, c'est la ration que l'OMS nous donne, et que le Français moyen, il en mange 270 grammes par jour, et que dans les pays les plus modestes, on est plutôt à 100-150 grammes par jour de fruits et légumes, pour tout un tas de raisons, mais notamment qu'on subventionne très mal ces productions-là, précisément parce qu'il n'y a pas d'industrie derrière. Et que quand on subventionne les fruits et légumes, on va subventionner surtout la production primaire et très peu l'industrialisation du pays. Donc voilà, et là-dessus, il y avait une question dans le chat qui était quels étaient les désaccords avec le Shift. Nous, on avait un désaccord avec le Shift parce qu'ils refusaient dans leur évaluation emploi de prendre en compte la baisse d'emploi qui est liée à la réduction de la production de viande et ils regardaient que l'augmentation de l'emploi qui est liée au développement des fruits et légumes. En fait, dans leur appendice méthodologique, ils disent on fait l'hypothèse que la quantité d'emploi n'est pas dépendante de la quantité de la production. Si, avec des intensités en emploi aussi fortes que celles qu'on a dans la viande, on ne peut pas faire cette hypothèse-là. Donc, on ne dit pas qu'il n'est pas possible d'avoir un système vertueux, c'est-à-dire qui génère vraiment plus d'emplois. On dit qu'il faut continuer à mesurer, il faut continuer à travailler et surtout, il faut poser la question de ce que ça suppose comme un réinvestissement dans les filières fruits et légumes qui sont en totale déshérence dans les pays de l'Union européenne. En tout cas, en France, c'est carrément clair. Oui. Et je me permets seulement de compléter à la question en fait, du régime alimentaire. On parle beaucoup ici de l'effet sur l'environnement. J'aimerais aussi amener un peu l'angle de la santé. On a assez d'évidence scientifique. On a eu le Eat-Lancet, qui est une commission scientifique, qui a regardé comment rester dans les frontières planétaires en conservant une santé, une nutrition optimale.
Et on voit que selon cette commission-là, dans des pays à un niveau de développement très haut, comme en Europe ou aux États-Unis, la consommation de protéines animales est trop élevée, même du côté santé, surtout quand on parle, par exemple, de la consommation de protéines animales qui est très processée et qu'il y a, comme Pierre-Marie vient de faire mention, on ne mange pas assez de légumes, légumineuses, noix, etc. Alors, je crois que l'aspect santé est aussi important. Et après aussi, pour venir, je vois qu'il y a une question qui a été posée par Zoé en tant qu'investisseur. Qu'est-ce qu'on peut demander de la part des compagnies dans ces industries? Si je me permets de répondre. Alors, ma, ma première réponse, c'est divulgation. Normalement, si les entreprises ont peu de transparence, il y a des raisons pour lesquelles s'inquiéter. Alors, sa divulgation, les entreprises qui sont les plus transparentes, normalement, vont se pousser eux-mêmes à avoir des politiques plus fortes du côté ESG. Et après aussi, je dirais, oui, la diversification de protéines, ça fait partie des plans de s'adapter à un monde qui est en évolution, où on voit une transition. Alors, par exemple, ça, c'est un des critères qui est couvert par l'indice des producteurs de protéines et qui est un critère qui donne plus de points. Alors, par exemple, on voit des entreprises qui ont déjà des filières, soit ils lancent les produits eux-mêmes, soit ils achètent des autres entreprises qui sont en train de développer soit de la viande cellulaire, soit des protéines alternatives. Alors oui, ça fait partie des solutions, mais on aimerait aussi voir que le secteur, je dirais, traditionnel puisse devenir d'une façon, se construire d'une façon plus respectueuse dans l'environnement. Et du côté consommateur, je vois qu'en France, il y aura maintenant le Ecolabel qui va être plus pressant, ça va aider. Mais bon, il y a une partie de… C'est vrai que ce n'est pas facile à pouvoir distinguer. C'est pour ça, bon, à travers de l'indice, et on a aussi un autre benchmark qui regarde plutôt du côté consommateur. Ça donne quand même une information, au moins dans le langage investisseur, pour pouvoir distinguer quelles sont les entreprises qui font leur devoir et quelles sont les entreprises qui sont à l'arrière. Et juste être sur cette question sur ces deux questions-là de Zoé et Clément, donc pour développer un tout petit peu sur l'éco-score, donc la filière environnementale telle qu'il est en développement en France, donc côté hybride, on suit ça de très près en étroite collaboration avec l'ADEME et le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est particulièrement épineux, notamment pour la production animale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éco-score, enfin les différents actions environnementales qui sont testés, on est en phase de test, pointent de manière cohérente envoie un signal aux consommateurs vers la réduction de la consommation de produits animaux, ce qui est plutôt bien, mais par contre, ne permettent pas de distinguer en intra-catégorie par rapport à la question de Clément, qui dit c'est difficile de savoir d'où provient la viande et quelles sont les méthodes d'élevage. Et de facto, aujourd'hui, le bonus qui est attribué par exemple à une viande à l'herbe, en particulier par exemple qui va être bio, hein, la viande bovine bio, elle est très très souvent à l'herbe parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement en fait, pour le fait du cahier des charges. Et ben en fait, elle ne va pas avoir spécialement une meilleure note qu'une viande bovine standard, et elle va avoir plutôt une très, très mauvaise note par rapport à un poulet, et notamment un poulet très standard, qui lui va être produit en 40 jours et qui du coup va avoir une empreinte climatique très réduite, notamment du fait des métriques de calcul des gaz à effet de serre, je ne reviens pas là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a des vraies discussions et des vrais enjeux méthodologiques sur comment on permet à la filière environnementale de refléter mieux cette question de la compétition feed food et la question de la valorisation des services écosystémiques rendus par certaines formes d'élevage par rapport à d'autres. Et ça, aujourd'hui, les méthodes les méthodes de quantification ne permettent pas. Voilà. Les zones mortes sont-elles rattrapables? Il y a un enjeu fort. En gros, dans les 11 expé qui ont été produites par différentes parties prenantes en 2021, le conseil scientifique de la chaîne environnementale en a retenu aucune, en disant elles sont toutes trop perfectibles, il faut en faire une nouvelle. Et donc là, nous, on est en attente d'infos de la part du ministère de l'Écologie et de l'ADEME pour savoir en gros quels moyens ils ont
pour déployer ça dans un contexte où, par ailleurs, l'éco-score de Yuka, il est déjà sur le marché, il est déjà en route, les distributeurs le veulent. Et donc, si le secteur privé s'en empare avant que le secteur public ait fini de stabiliser sa méthode, ça va faire un peu du bazar, quoi. Voilà, il y a un petit enjeu de ce côté-là. Et puis, sur les investisseurs, moi, je voulais juste rajouter un dernier truc. Qu'est-ce qu'on peut demander en tant qu'investisseur à une entreprise, notamment de l'aval? Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'aujourd'hui, il y a à peu près 13 milliards d'euros chaque année qui vont sur le secteur agricole, mais ça va sous forme de prêts bancaires. Et donc, vous, investisseurs institutionnels, vous n'avez pas la main là-dessus. Et c'est un vrai enjeu parce que pour autant, les performances environnementales des fermes, il y a vraiment des leviers importants qu'on peut avoir à partir des modes de financement, et notamment autour de la question de l'autonomie fourragère. C'est-à-dire que plus les élevages ils sont autonomes en fourrage, plus ils reposent sur une faible compétition avec l'alimentation humaine, et plus ils vont être vertueux à tout point de vue, y compris en point de vue santé, pour revenir sur ce que disait Sophia. Mais ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à orienter le prêt bancaire vers ça. Et du coup, si vous allez voir JBS ou un opérateur de l'aval et vous lui dites, dans ta chaîne d'appro, tu vas favoriser les agriculteurs qui sont capables de démontrer qu'ils ont une faible compétition feed food. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard pour faire ça, il n'y a pas de métrique. Et ça va être compliqué, quoi. JBS, il va regarder, il va dire bah non, de toute façon, moi, ce n'est pas rentable pour moi par rapport à la compétition mondiale sur le poulet. Donc, moi, je n'ai pas de réponse simple pour vous, mais peut-être que chez FAIR, ils en ont. Mais aujourd'hui, il y a besoin de travailler sur ces questions-là. Je peux peut-être prendre une autre question. Je sais qu'on est au-delà de notre temps déjà, mais il y a une question qui demandait est-ce qu'on pourrait rappeler les facteurs qui font que l'aquaculture ressort mieux que dans l'indice du fer? Juste pour rappeler, l'indice du fer est très basé sur ce que les compagnies disent. Donc, l'industrie de l'aquaculture, en général, fait beaucoup de travail pour la transparence et surtout aussi sur la transparence pour ce qui est nourri aux poissons dans l'industrie du saumon en particulier. Donc, que ce soit le poisson sauvage qui fait partie, le pourcentage de poissons sauvages qui fait partie de cette alimentation-là, les efforts qui sont faits pour réduire ce nombre-là et aussi les efforts qui sont faits pour réduire l'exposition à la déforestation, particulièrement en Amazonie, avec le soya qui fait aussi partie de cette alimentation-là. Il y a eu de gros efforts dans l'industrie du poisson, du saumon en particulier, pour s'éloigner de ces produits-là et de faire en sorte que les produits soient moins exposés à ces facteurs de risque. Il y a aussi des facteurs sur les antibiotiques qui ont été à peu près coupés dans l'industrie du saumon malgré les problèmes de parasites. Et les compagnies scorent bien aussi sur les facteurs un peu plus humains comme les conditions de travail. Donc, en général, la transparence est vraiment ce qui fait bien performer sur l'indice de ces compagnies-là. Merci beaucoup, Max. On prend peut-être les deux dernières. Enfin, il y a une remarque et puis une petite question. On prend ces deux dernières questions et après, on va clôturer. C'est quoi les questions? Moi, il faut vraiment. Du coup, oui, Pierre-Marie, il y avait juste plus une remarque sur le fait d'avoir des exploitations plus grosses. qui vous était adressée. Beaucoup d'études scientifiques montrent que le régime végétalien est celui qui a le plus faible impact sur l'environnement. N'y a-t-il pas aussi une contradiction dans le fait de vouloir avoir des exploitations plus grosses, en fait, le régime végétalien est celui qui a le plus faible impact sur le changement climatique, éventuellement, et encore, je demande à voir en fonction de la métrique GES qui a été prise. En fait, c'est une discussion qui est compliquée. En fait, bon, d'abord, d'un point de vue nutritionnel, c'est quand même assez compliqué d'arrêter toute forme de produits, des protéines animales dans l'assiette. En fait, ça suppose quand même d'avoir derrière des compléments alimentaires, etc. Enfin, vous n'arriverez pas à avoir tous les acides aminés essentiels uniquement avec un régime purement végan. Et après, en termes d'usage des terres, après, quand je vous dis 10 à 20% des protéines qu'on ingère, ça veut dire vraiment pas beaucoup de viande. Ça veut dire qu'on arrive à 10, 12, 15 grammes de protéines animales par jour. Bon, 10 à 15 grammes de protéines animales par jour, ça veut dire probablement autour de, là, j'ai plus tout en tête, mais ça veut dire 50 grammes de viande max par jour et plutôt 40. Et puis, on va être à, je sais pas moi, si on est à 100 grammes de lait, c'est le bout du monde, quoi. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc déjà, si tout le monde mangeait ça, ce serait vachement bien. Qu'il y ait des gens qui veulent être véganes, c'est pas un problème. Mais par contre, c'est vraiment, pour moi, compliqué de dire que c'est ça la solution, d'un point de vue santé nutrition et d'un point de vue de l'usage des terres et de la biodiversité. Voilà.
Maintenant, après, si vous avez des études que vous voulez m'envoyer, je veux bien les lire, avec grand plaisir. Moi, j'en connais pas. Merci. Donc, et on a une dernière question qui me semble quand même très importante sur le point réglementaire. Vu l'urgence, quels incentives réglementaires et de marché seront, selon vous, les plus efficaces? Donc, il y avait une question sur la taille des exploitations et cette question. Non, là, en 2 minutes, je ne vois pas. Ouais. La taille des exploitations, c'est très contradictoire, comme je l'ai dit dans ma présentation. Et pour un investisseur, c'est quand même un gros problème parce que même si on investit dans un Danone et non directement dans un producteur laitier, Danone veut probablement avoir dans sa chaîne d'approvisionnement des compagnies qui maximisent leur retour sur capital investi. Et ça, c'est le retour sur capital investi, c'est ce qui dirige tous ces investissements dans la biométhanisation, essayer toujours d'avoir le plus de retour sur son capital investi, en fait. Ça c'est un gros problème si on désintensifie le tout. Ça va être extrêmement difficile de préserver ce modèle-là. Super. Bon, du coup, sur la question des incentives réglementaires, peut-être que on pourra vous mettre en contact pour quand on aura un peu plus de temps, pour prendre un peu plus de temps pour répondre à la question. En tout cas, je vous remercie à tous infiniment et particulièrement Sophia, Max et Pierre-Marie. Je pense qu'on a eu vraiment une quantité d'informations très importante et très intéressante, remarquable. Donc, merci encore à vous. Et donc, on reste disponible si vous avez d'autres questions que vous pouvez nous envoyer bien sûr par mail et qu'on tâchera de transmettre.